Une dernière coupe de cheveux. Et un secret effrayant laissé derrière. Bienvenue dans Dossier Mystère. Je suis votre animateur Étienne. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous nous rejoignez. Vos commentaires rendent chaque mystère encore plus passionnant. C'est parti. Dans le village pittoresque de Muchwood-on-Mere, où chaque pas de porte fleurit de roses de fin d'été et où les tartelettes à la confiture de la boulangerie étaient considérées comme un trésor local, le point culminant de la semaine était la fête estivale du jardin caritatif. Des tables chargées d'éponges Victoria et de romans d'occasion remplissaient le green, et des banderoles flottaient joyeusement au-dessus des étals tenus par des visages familiers et souriants. C'était le genre d'événement où le plus grand scandale impliquait généralement que quelqu'un s'empare d'une deuxième tranche de gâteau au citron. Pourtant, cette année, la fête marquerait le début de quelque chose de bien. Plus sombre Pam Edwin Sprout, le seul barbier du village, était présent ce matin-là dans une bonne humeur inhabituelle. Homme trapu et moustachu, doté d'une mémoire impeccable pour les potins du village, il avait tenu sa cour près de la noix de coco, offrant des coupes de cheveux à des fins caritatives sous une tente en toile de fortune. Ses ciseaux tranchants et ses rires joviaux s'étaient fondus dans le bruit de fond, inoffensif et rassurant, comme tant d'autres sons de Muchwood. Vers 2 heures, sa tente était pleine de monde. À 4 heures, un léger murmure avait commencé, transportant des chuchotements d'une oreille à l'autre comme du pollen à la dérive. Monsieur Sprout n'avait pas été vu partir. Madame Greta Pimbury, l'organisatrice en chef de la fête, avait été la première à le croiser. Elle avait seulement eu l'intention de se rendre dans la tente du barbier pour ranger les chaises égarées. Au lieu de cela, elle recula, le visage blanc, marmonnant, de manière incohérente à propos du sang. Il a fallu plusieurs minutes avant que quiconque ne s'aventure à l'intérieur. Quand ils l'ont fait, ils ont trouvé Edwin Sprout affalé en arrière dans son fauteuil de barbier, une vilaine blessure déchiquetée autour du cou. Les ciseaux, encore brillants, étaient tombés par terre à ses pieds. Le terrain de fête, il y a quelques instants bourdonnant de rires et de tasses de thé tintant, tomba dans un silence stupéfait et tremblant. Les enfants ont été emmenés à la hâte. Monsieur Arthur Toombs, le greffier de la paroisse, s'est empressé de trouver le constable local qui est arrivé aussi pâle et choqué que les autres. La nouvelle s'est répandue dans Muchwood. Edwin Sprout était mort, assassiné. Au milieu de la confusion, Miss Jane Marple, portant son chapeau bleu pâle et une simple robe de coton, sirotait tranquillement son thé depuis son siège sous le vieil orme. Ses yeux perçants ne manquèrent de rien. Les regards précipités entre certains villageois, la façon dont la main de Madame Pimbury tremblait alors qu'elle s'occupait de sa jupe, la curieuse absence de Monsieur Lionel Bracey, le publicain. L'expression de Miss Marple restait aimable, presque distraite, mais son esprit était déjà occupé. Ce n'était pas seulement la violence de l'acte qui la troublait, même si c'était déjà assez choquant. C'était quelque chose de bien plus subtil. Edwin Sprout, elle le savait, n'était pas qu'un simple barbier. C'était un homme qui entendait des choses chuchotées avec confiance au milieu du bourdonnement des tondeuses. Et dans un village comme Muchwood-on-Mere, où la respectabilité était primordiale et où les rancunes vieillissaient comme le bon vin, une telle connaissance pouvait être très dangereuse, alors que l'agent de police trébuchait sur ses premières questions embarrassantes et que les villageois commençaient à se regrouper en groupes nerveux. Miss Marple posa sa tasse de thé avec une précision délicate. Il ne suffirait pas de se demander qui n'aimait pas M. Sprout. Presque tout le monde l'avait fait à sa manière. Non, il faudrait regarder de plus près, réfléchir plus sérieusement et surtout écouter plus attentivement que la plupart. Ne le voudrait, Muchwood-on-Mere avait perdu son barbier, mais il était aussi sur le point de perdre son innocence. J'ai compris. En suivant vos instructions, le choc du meurtre de M. Sprout s'est propagé à l'extérieur de la fête comme les ondulations d'une pierre lancée dans un étang immobile. Les bavardages animés habituels de Muchwood-on-Mere ont été remplacés par des chuchotements feutrés et des regards obliques,
La nouvelle s'est répandue du Green jusqu'à la rue principale, et le soir venu, il semblait que tout le monde dans le village l'avait entendu, et que tout le monde avait une théorie. Au Rose and Crown, le seul pub de Muchwood, un groupe d'habitués s'était rassemblé, penchés sur leurs pintes, parlant à voix basse et pressante. Monsieur Lionel Bracy, le publicain, qui avait été visiblement absent plus tôt, essuyait maintenant le bar avec plus de vigueur que nécessaire. Son visage rougeau, habituellement jovial, semblait pincé et méfiant. « Retenez bien mes paroles, » dit Madame Nora Phipps, la femme du boulanger, d'une voix faite pour traverser les pièces. « C'est forcément ce vagabond que nous avons vu la semaine dernière, celui qui flâne près des jardins familiaux. Les étrangers n'apportent jamais de bonnes nouvelles. Son mari, un homme doux qui passait la plupart de son temps couvert de farine, hocha sagement la tête. « C'est vrai, ça ne peut pas être l'un des nôtres, n'est-ce pas? Nous connaissions tous Edwin. Vous le connaissiez, oui, mais vous l'aimiez bien. C'était une question différente, à laquelle personne ne semblait prêt à répondre directement. Pendant ce temps, au presbytère, le révérend Allerton avait du mal à consoler Madame Pimbury, qui avait pris sur elle de pleurer abondamment dans son mouchoir, même si elle affirmait qu'elle connaissait à peine l'homme. Elle fut rejointe par Miss Thelma Ward, la vieille fille qui dirigeait le bureau de poste du village et qui spéculait maintenant, entre deux gorgées de sherry, que Sprott avait peut-être été impliqué dans des affaires peu recommandables. Son ton suggérait qu'elle trouvait l'idée plutôt excitante. Miss Marple, s'étant excusée poliment du lieu de la fête après l'interrogatoire maladroit du constable, s'était retirée dans sa modeste maison recouverte de lierre sur Church Lane. Elle était assise près de sa fenêtre aux rideaux de dentelle, les aiguilles à tricoter claquant régulièrement, tandis qu'elle écoutait le doux chœur de spéculation qui flottait le long de l'allée avec la brise du soir. Elle a entendu des bribes de passants, des accusations de dettes secrètes, des rumeurs de liaison et des ressentiments de longue date. Les théories, pensait Miss Marple, étaient faciles. Les faits ne l'étaient pas. Le comportement de quelques villageois spécifiques l'intéressait particulièrement. Le jeune monsieur Colin Drew, l'apprenti charpentier, était devenu visiblement pâle lorsqu'il avait appris la nouvelle et avait immédiatement quitté la fête sans un mot. Sa chérie, Mary Abbott, avait affirmé en larmes qu'il était juste choqué, mais Miss Marple se posait la question. Il y avait ensuite le docteur Félix Burnham, le nouveau médecin du village, qui avait insisté pour examiner le corps lui-même, malgré les protestations du gendarme. Un instinct naturel pour un médecin, peut-être, ou quelque chose de plus. Plus tard dans la nuit, les confortables cottages de Muchwood brillaient à la lumière des lampes, mais personne ne dormait profondément. Les rideaux tressautèrent, tandis que les voisins se regardaient avec une nouvelle méfiance. Les portes, qui étaient habituellement laissées entr'ouvertes, étaient verrouillées et verrouillées. L'agent Simmons, un homme corpulent mieux adapté au maintien de l'ordre des fêtes paroissiales qu'aux enquêtes sur les meurtres, a fait une démonstration de patrouille sur le Green, sa lanterne oscillant dans l'obscurité. Il a assuré à tout le monde qu'il avait la situation bien en main. La plupart des villageois s'accrochaient à l'idée que le crime devait avoir été commis par un étranger. C'était plus facile ainsi, mais Miss Marple en savait plus. D'après son expérience, les secrets les plus dangereux n'étaient jamais transmis par des étrangers. Ils s'envenimaient tranquillement dans des cœurs familiers, cachés derrière des sourires respectables. Elle se laissa tomber dans son fauteuil, son tricot momentanément oublié, dans un village comme Muchwood, où l'histoire se mêlait à chaque conversation. La mort d'Edwin Sprott n'était pas un hasard. C'était le résultat de quelque chose de vieux, de non résolu, et de quelqu'un qui avait décidé, tranquillement, sans pitié, qu'il était temps de faire un montage final. Le village, dans ses marmonnements effrayés et ses murmures de reproches, avait déjà commencé à cacher la vérité derrière une fiction commode. Mais Miss Marple, comme toujours, avait l'intention de trouver le matin à apporter une fine brume à Muchwood-on-Mere, enveloppant le village vert et la rue principale d'un voile doux.
Cela aurait dû être un dimanche typique, avec l'odeur du pain cuit flottant dans l'air et les enfants jouant au bord de la mare aux canards. Au lieu de cela, le village vivait dans un silence anxieux et cassant, comme si même les oiseaux savaient qu'il ne fallait pas chanter trop fort. L'agent Simmons, en grand uniforme et avec son casque poli pour lui donner un éclat nerveux, s'était posté à l'extérieur de la tente du barbier, maintenant sinistrement bouclée avec une corde tendue à la hâte et 2 chaises en bois. Il s'agissait d'une faible tentative de gestion de scène de crime, et même Simmons en parut embarrassé. À l'intérieur, le corps sans vie d'Edwin Sprout avait été retiré dans la nuit, mais une légère odeur métallique de sang flottait toujours dans l'air. Au Rose and Crown, un petit groupe de villageois avait déjà repris ses activités de théorie autour de la bière du petit déjeuner et des pâtisseries rassis de la veille. La plupart ont insisté sur le fait que le coupable était sans aucun doute cet étranger, même si personne ne semblait tout à fait capable de le décrire avec cohérence. Certains disaient qu'il boitait, d'autres une barbe, d'autres encore juraient qu'il portait une casquette plate rabattue jusqu'aux yeux. Leur imagination comblait les vides laissés par la peur. Miss Marple, cependant, prêtait peu d'attention à ces histoires folles. Elle avait ses propres méthodes discrètes pour recueillir des informations. Ce matin-là, elle traversa le village, d'un pas régulier mais sans hâte, son apparence reflétant une bienveillante curiosité. Elle s'est d'abord arrêtée, chez Madame Pimbury apparemment pour lui rendre un livre de jardinage emprunté. La maison sentait fortement le cirage à la lavande et l'anxiété. « Oh, Miss Marple, c'est tout simplement horrible, n'est-ce pas ?» Madame Pimbury a pleuré en la faisant entrer. « Je sais à peine comment je dors la nuit. Pauvre Monsieur Sprout, si tragique et si soudain. »« Oui, c'est assez tragique, » acquiesça doucement Miss Marple en s'installant dans le salon. Elle regarda Madame Pimbury s'affairer avec son plateau à thé, ses mains tremblant juste assez pour en renverser quelques gouttes sur la soucoupe. « C'est vous qui l'avez trouvé, je crois. » Madame Pimbury frissonna de manière théâtrale. « Oui, je suis entrée pour ranger les chaises, tu sais, et il était là. Oh, la vue, du sang partout, et les ciseaux. Oh, c'était affreux. » Miss Marple a émis un murmure sympathique, mais a mis de côté l'observation selon laquelle Madame Pimbury avait mentionné les ciseaux avant même que quiconque ne l'ait demandé. Il n'était pas rare de se concentrer sur les détails qui choquèrent le plus, mais parfois cela signifiait quelque chose de plus. « Et tu n'as vu personne à proximité ?» demanda Miss Marple, apparemment uniquement par intérêt poli, d'Adam. Pimbury secoua vigoureusement la tête. « Pas une âme. » Bien que... Elle hésita, son regard se tournant vers la fenêtre. Maintenant que j'y pense, le jeune Colin Drew s'enfuyait à toute vitesse à travers le green. Il avait l'air terriblement agité, pauvre garçon. Mais je suis sûr qu'il est juste délicat. Il a toujours été du genre sensible. Miss Marple émit un léger bruit d'accord, même si en privé elle doutait que la sensibilité seule puisse expliquer un visage si décoloré ou des mains tremblantes aussi violemment que celles de Colin l'avaient été la veille. Elle remercia Madame Pimbury et partit peu après, se dirigeant avec une désinvolture délibérée vers l'atelier de menuiserie où Colin Drew était apprenti. La petite maison à colombage se dressait à la lisière du village. Ses fenêtres étaient couvertes de sciure et sa porte entr'ouverte. À l'intérieur, elle trouva Colin en train de poncer un pied de chaise avec une ferveur qui frôlait la frénésie. Ses cheveux blonds étaient négligés. Ses manches retroussées révélaient des bras pâles saupoudrés de copeaux de bois. « Bonjour, Colin, » dit gentiment Miss Marple. Il tressaillit si violemment que le papier de verre tomba de ses mains. « Oh, Miss Marple, vous m'avez fait peur. Je suis vraiment désolé, chérie. J'étais juste en train d'admirer ton travail. Quel savoir-faire !» Elle regarda autour d'elle et remarqua les meubles à moitié finis, le bois soigneusement empilé. Cela doit être difficile de garder la main ferme ces jours-ci. Colin rougit d'un rouge profond et coupable. Je gère, balbutia-t-il. Elle pencha légèrement la tête.
Vous étiez à la fête hier, n'est-ce pas? C'est une affaire tellement terrible pour le pauvre monsieur Sprout. Ses mains tâtonnèrent avec un avion, le laissant presque tomber. Oui, terrible. Je ne le connaissais pas très bien, vraiment. Juste pour hocher la tête, vous savez. Bien sûr, dit doucement Miss Marple, mais je suppose que vous avez dû entendre des choses. Les barbiers entendent toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Des secrets, des petites indiscrétions. Parfois même des choses que les gens préféreraient taire. Le visage de Colin devint, si possible, encore plus pâle. Il ouvrit la bouche comme pour parler, puis sembla se raviser. Je n'en saurais rien, Miss Marple. J'ai du travail à faire. Maître Jenkins m'écorchera si je n'ai pas fini ça avant le déjeuner. Reconnaissant la posture défensive, Miss Marple eut un petit sourire et se retira. Elle avait vu tout ce dont elle avait besoin pour le moment. Sa visite suivante fut au presbytère, où le révérend Allerton la reçut avec une grande courtoisie. C'était un homme grand et maigre, qui avait l'habitude de se frotter le menton lorsqu'il était anxieux, et aujourd'hui il le frottait presque à vif. « Une affaire épouvantable, Miss Marple, » dit-il en lui offrant une place dans son bureau encombré de livres. « J'ai du mal à y croire. Dans notre village... » « Oui, cela semble remarquable, » a-t-elle reconnu. « Et pourtant, les gens sont des gens, même ici, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête d'un air maussade. « Pourtant, on aime avoir une meilleure opinion de ses voisins. En effet, dit-elle doucement. « Connaissez-vous Monsieur Sprout ?» Le vicaire hésita. « Seulement en passant. Il venait à la fête chaque année. Il m'a coupé les cheveux 1 ou 2 fois. Il était bavard. » Les yeux de Miss Marple se sont aiguisés derrière leur doux extérieur. « Parlant de quoi, je me demande ?» Le vicaire avait l'air vraiment mal à l'aise. « Oh, le village compte. Rien de grave, j'en suis sûr. Mais... » Il jeta un coup d'œil vers la porte, baissant la voix. Il a mentionné, il y a quelques semaines, qu'il craignait d'avoir entendu quelque chose qu'il n'aurait pas dû. En effet, Miss Marple se pencha légèrement en avant. Et a-t-il dit ce que c'était? Le vicaire secoua la tête. Non seulement qu'il envisageait de quitter Muchwood pour de bon, il a dit que l'air n'était plus aussi pur qu'avant. Miss Marple se rassit, ses aiguilles à tricoter cliquetant pensivement dans son esprit, voire dans ses doigts. La peur avait sa propre odeur, elle le savait, et la culpabilité a son propre poids. En quittant le presbytère, elle se tourna vers la place du village, où elle vit la jeune Mary Abbott sortir en toute hâte de la boulangerie, les bras chargés de pain, emballés dans du papier. Lorsque Mary repéra Miss Marple, elle faillit les laisser tomber dans sa hâte pour éviter une conversation. Une telle nervosité, songea Miss Marple, de la part d'une fille qui n'avait rien à cacher, ou peut-être d'une fille qui cachait quelque chose au nom de quelqu'un d'autre. Les morceaux étaient encore éparpillés, mais ils étaient là. Dans les regards craintifs, les murmures à demi formés, les absences silencieuses. Miss Marple retourna à son cottage avec la brume toujours accrochée à son ourlet. Elle alluma son feu, prépara une théière de thé fort et ouvrit son panier, à tricoter. Mais elle ne tricotait pas. Au lieu de cela, elle resta assise, très immobile, regardant les flammes, organisant dans son esprit les découvertes de la matinée de la même manière qu'un maître d'échecs dispose les pièces sur un échiquier. Un schéma se dessinait subtil, dissimulé sous la respectabilité du village et ses bavardages anxieux. Ce n'est jamais la voix la plus forte qui a révélé le jeu. C'étaient les petites choses. Un évitement précipité, un mot imprudent, un regard effrayant. Quelque part à Muchwood-on-Mere, quelqu'un avait tué Edwin Sprout. Pas par passion, pas par accident, mais délibérément, soigneusement. Miss Marple, observant la lente danse du feu, était sûre d'une chose. Le tueur avait déjà commencé à glisser, et elle attendrait quand il tomberait. Lundi matin, l'agent Simmons avait tiré ses propres conclusions, alimenté par un village agité et un désir ardent de présenter une résolution rapide. Il convoqua Colin Drew sur le green, annonçant assez officieusement que le jeune homme devait être considéré comme une personne d'intérêt.
Les villageois observaient cette évolution avec une sombre satisfaction. À Muchwood-on-Mere, la frontière entre les ragots et les faits s'estompe facilement lorsque la peur est impliquée. Miss Marple, debout juste au-delà de la foule rassemblée, observait la situation sans commentaire. Colin, pâle et raide, se tenait face à Simmons, tandis que derrière lui, Mary Abbott pleurait bruyamment dans un mouchoir. C'était une scène qui confirmait parfaitement les préjugés des villageois. Le garçon tremblant, l'amoureuse coupable, la communauté en deuil qui cherchait désespérément à rétablir l'ordre. « On vous a vu quitter les lieux de la fête très précipitamment, jeune homme », a déclaré Simmons en gonflant la poitrine. « Je n'ai rien fait de mal », marmonna Colin, mais sa voix se brisait d'une manière qui n'inspirait pas confiance. « Vous avez eu l'occasion », a insisté Simmons, « et vous aviez sans aucun doute vos griefs. Peut-être que M. Sprout a dit quelque chose que vous n'aimez pas. Les barbiers sont connus pour leur langue lâche. » L'implication était lourde. Dans l'air du matin. Colin balbutia un déni incohérent, mais il était clair que Simmons avait déjà pris sa décision. Plusieurs villageois hochèrent la tête, les yeux plissés par une certitude bien pensante. Miss Marple, cependant, était moins convaincue. Elle avait déjà vu la véritable culpabilité, et elle avait rarement l'air aussi désordonnée. La peur de Colin était réelle, certes, mais la peur d'être accusé, pas nécessairement la peur née d'un acte répréhensible réel. Pourtant, Miss Marple comprenait le danger auquel il était confronté. Dans des villages comme Muchwood, l'innocence pouvait être écrasée par la suspicion collective bien avant que la vérité n'éclate. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple a rendu visite à l'inspecteur Craddock, convoqué de la ville. Voisine une fois que Simmons avait admis, quelque peu penaud, que l'affaire pourrait être plus grave qu'on ne le pensait initialement. Craddock, un homme sensé doté d'un sens de l'humour sec, avait appris depuis longtemps à respecter les instincts de Miss Marple, même s'il ne l'aurait jamais dit à haute voix. Il la salua avec un sourire ironique. « Mademoiselle Marple, je me demandais quand vous viendrez. J'ai pensé que je pourrais être utile si cela ne vous dérange pas trop. » dit-elle en s'installant dans le fauteuil en cuir usé en face de son bureau. « Pas du tout. » Craddock se pencha en arrière, croisant les doigts. « Je suppose que vous avez entendu dire que le jeune Drew est sous surveillance ?»« Oui, » dit Miss Marple, « même si je soupçonne qu'il a plus peur d'être blâmé que de tout ce qu'il a pu faire. » Craddock hocha lentement la tête. « D'accord, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Mais le village réclame une arrestation rapide, et Simmons... Eh bien, Simmons aime que les choses soient bien rangées. » Miss Marple sourit faiblement. Parfois, inspecteur, des apparences soignées cachent des vérités très confuses. Craddock rit. « Assez. » Il devint sérieux. « Il y a d'autres noms, vous savez. Lionel Bricey, par exemple. Il semble que M. Sprout ait entendu quelque chose. Peu recommandable. Au Rose and Crown. En effet, dit Miss Marple d'un ton léger même si son esprit était aiguisé. Sorry, des problèmes financiers. Bracey a puisé dans la caisse pour couvrir ses dettes. Sprout, semble-t-il, n'était pas au-dessus d'un petit chantage doux. Rien de brutal. Plutôt un arrangement de salaire pour le silence. Craddock grimaça. Ce n'est pas admirable, mais cela semble à peine suffisant pour un meurtre. Le désespoir pousse les gens à faire des choses très stupides, a déclaré Miss Marple, et des très méchants. Craddock griffonna quelques notes. Il y a aussi le docteur Burnham. Miss Marple haussa les sourcils. Le nouveau docteur? Craddock hocha la tête. On dit que M. Sprout répandait certaines rumeurs sur les qualifications de Burnham, suggérant qu'il n'était pas tout à fait ce qu'il semblait. Comme c'est très intéressant, murmura Miss Marple. Et puis il y a Mary Abbott, a déclaré Craddock. La jeune et douce Mary. Il s'avère qu'elle porte elle-même un secret considérable. Miss Marple attendit. Elle est enceinte, dit sans embâche Craddock, et pas par Colin Drew. Miss Marple croisa soigneusement les mains sur ses genoux. Cela compliquerait certainement les choses. En effet, si M. Sprout le savait, et s'il menaçait de la dénoncer, Craddock laissa pendre sa pensée. Miss Marple réfléchit. Le motif,
se répandait comme du lierre sur la jolie façade du village. Embarras financier, ruine professionnelle, disgrâce sociale. Chacun de ces éléments suffit à alimenter le meurtre, si la pression appropriée est exercée. La question était, qui a eu l'opportunité? Et plus important encore, qui a eu le courage? Plus tard dans la soirée, Much-Wood-on-Mere a repris ses rythmes fragiles, mais avec une tension qui tremblait juste sous la surface. Les lumières brûlaient plus tard que d'habitude derrière les fenêtres à rideaux. Les enfants étaient gardés plus près de la maison. Les conversations devenaient coupées, suspectes. Au Rose and Crown, Lionel Bracy a fait un show courageux, plaisantant bruyamment avec les clients et leur donnant des gifles trop fortes. Mais Miss Marple, sirotant de la limonade près du foyer, remarqua la façon dont ses yeux se tournaient constamment vers la porte et comment ses mains ne cessaient jamais de bouger. Le docteur Burnham, quant à lui, effectuait sa tournée avec une efficacité clinique, mais sans la chaleur facile dont il faisait autrefois preuve. Lorsque Madame Edgington, la femme du boucher, s'est tordu la cheville sur les pavés, Burnham l'a examiné rapidement et est parti encore plus rapidement, à peine un mot de réconfort offert. Et Mary Abbott, la pauvre fille, se déplaçait à travers le village comme un spectre, les joues creusées, les yeux assombris par la peur. Il n'était pas difficile d'imaginer la pression exercée par chacun. Il était plus difficile d'imaginer lequel d'entre eux l'avait libéré avec une paire de ciseaux, gravant la mort dans un après-midi d'été. Miss Marple rentra tard chez elle, le ciel inondé d'étoiles, et s'assit près de sa fenêtre avec une lampe allumée faiblement à côté d'elle. Elle passa en revue sa liste mentale de suspects, ressentant la forme de la vérité sans encore en voir toutes les grandes lignes. Il ne suffisait pas de savoir qui avait le mobile. Il fallait comprendre lequel d'entre eux avait paniqué, ou peut-être lequel avait calculé froidement, décidant que le silence d'Edwin Sprout valait plus que sa vie bruyante. Miss Marple, enroulant un châle autour de ses épaules étroites, pensait que la vie de village nous enseignait toutes les petites cruautés que les gens commettaient quotidiennement. Il n'était pas exagéré de croire qu'avec une provocation appropriée, l'un de ses voisins commettrait une cruauté bien plus grande. La seule question était « laquelle ?» Demain, décida-t-elle. Elle aurait besoin de provoquer quelques souvenirs. Remuer la poussière des vieux ressentiments. Voyez qui a craché plus que prévu. Pour l'instant, elle laissa les doux sons de la nuit l'endormir dans un sommeil léger et réfléchi. Le village continuerait à tisser son réseau de demi-vérités et de mensonges polis. Miss Marple avait l'intention de le traverser. Bien sûr, en suivant exactement votre structure, le lendemain matin, l'aube était fraîche et lumineuse, mais le soleil ne parvenait pas à dissiper le malaise qui planait sur Much-Wood-on-Mere. À la poste, les lettres changèrent de main avec moins de sourires et plus de confidences murmurées. Dans la boulangerie, Madame Phipps a accidentellement brûlé un plateau de scones. Même les canards de l'étang semblaient calmes, cancanants, avec moins d'enthousiasme, lorsque les enfants leur jetaient des miettes. Miss Marple, après sa tasse habituelle de thé faible et une inspection minutieuse de ses rosiers, se dirigea de nouveau vers la verdure du village. Elle n'avait pas de destination particulière, du moins semblait-il. Une visite par-ci, un mot par-là, son attitude était toujours aussi douce et sans menace. Mais chaque rencontre ajoutait un point à la tapisserie qu'elle tissait tranquillement. Elle s'arrêta d'abord devant la tente du barbier, toujours bouclée mais maintenant tristement affaissée par la brise matinale. Quelques enfants courageux se sont défiés de s'en approcher, mais se sont enfuis lorsque Miss Marple est apparue. Elle resta là, étudiant la scène d'un œil calme. Les chaises à l'intérieur de la tente n'étaient pas dérangées, à l'exception d'une, légèrement éloignée des autres. Une paire de ciseaux gisait toujours sur le sol, marquée à la craie par l'agent Simmons il y a quelques jours. Le sang avait séché depuis longtemps et était devenu brun foncé et recouvert de croûte. Le regard de Miss Marple s'attarda sur les détails. L'angle de la chaise, la position des ciseaux,
la façon dont le tissu de la tente se retroussait dans un coin, comme si quelqu'un était sorti précipitamment, déchirant une petite fente, dans la toile. Miss Marple se pencha pour l'examiner de plus près. La fente n'était pas grande, à peine 6 pouces, mais elle était nette, une coupure délibérée plutôt qu'un accident. Quelqu'un était sorti rapidement, non pas par l'avant de la tente, là où on pouvait le voir, mais par l'arrière. Elle se redressa lentement, l'esprit déjà au travail. Si Colin Drew avait fui les lieux terrorisés, comme il le prétendait, pourquoi aurait-il eu besoin de se frayer un chemin hors de la tente? Il n'avait aucune raison de cacher son départ, à moins, bien sûr, qu'il ne soit le meurtrier, ce dont elle doutait de plus en plus. Non, cette fente suggérait autre chose. Il suggérait un calcul. Quelqu'un avait tué Edwin Sprout rapidement et silencieusement, puis était parti tout aussi vite, évitant les témoins. Quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui savait que la fête serait suffisamment bondée pour se couvrir, mais pas au point d'empêcher de s'échapper sans être vu. Cette pensée la tourmentait, alors qu'elle poursuivait son tour du village. Au Rose and Crown, Lionel Bracy polissait à nouveau les verres avec une énergie obsessionnelle. Il s'éclaira, ou du moins fit une tentative crédible, lorsque Miss Marple entra. « Miss Marple, toujours un plaisir, une limonade, n'est-ce pas ?»« Merci, Monsieur Bracy, ce serait très gentil. » Il s'affairait au bar pendant que Miss Marple se perchait à une table dans un coin. Elle l'observa attentivement, remarquant la jovialité forcée, les mains qui tremblaient légèrement lorsqu'il versait. Quand il lui apporta la boisson, elle sourit gentiment. « Je pensais justement, Monsieur Brassey, dit-elle, à quel point c'est étrange à propos du pauvre Monsieur Sprout. Si soudain, si gênant. » Brassey eut un rire cassant. Peu pratique, c'est une façon de le dire. « En effet, dit-elle doucement, ça doit être difficile pour vous de perdre un client aussi régulier. J'imagine qu'il a entendu toutes sortes de choses amusantes ici au fil des années. » Le sourire de Brassey s'effaça. « Oh, tu connais Edwin. Il a toujours eu l'oreille au sol ?»« Oui, » dit Miss Marple en remuant pensivement sa limonade. « Et parfois, ce qu'on entend peut être dangereux, n'est-ce pas? Surtout s'il s'agit de sujets dont on aurait préféré ne pas discuter. » Les jointures de Brassey blanchirent autour du verre qu'il séchait. « Si vous suggérez que j'ai quelque chose à voir avec ça... »« Mon Dieu, non, » dit Miss Marple. Sa voix aussi aérienne qu'une brise d'été. « Je fais juste la conversation, Monsieur Brassey. Après tout, les potins sont l'élément vital d'un village, n'est-ce pas ?» Elle termina sa limonade, laissa une pièce de monnaie sur la table et partit, sans ajouter un mot. Derrière elle, Brassey se tenait cloué sur place, le visage pâle et tendu. Dehors, Miss Marple se dirigeait vers le cimetière, où elle trouvait souvent du réconfort parmi les pierres croulantes et les ifs centenaires. Aujourd'hui, cependant, elle avait un but au-delà de toute contemplation. Là, Mary Abbott s'occupait des tombes avec une bêche et une brosse. La jeune fille leva les yeux vers l'approche de Miss Marple, le visage pincé et méfiant. « Bonjour, Mary, » dit gentiment Miss Marple. « Une belle journée pour un peu de jardinage, tu ne trouves pas ?» Mary marmonna quelque chose d'inintelligible, son regard se dirigeant vers le village, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un apparaisse. Miss Marple s'agenouilla près d'une vieille tombe, faisant semblant d'admirer les lys qui y poussaient. « C'est vraiment dommage pour Monsieur Sprout, » dit-elle doucement. « Il a toujours semblé être un homme si joyeux, même si je suppose que même les hommes joyeux ont leurs secrets. » Les mains de Mary s'immobilisèrent sur la bêche. « Des secrets qui pourraient blesser les gens s'ils étaient révélés, » a poursuivi Miss Marple sur un ton conversationnel. « Des secrets qui pourraient désespérer quelqu'un. » Mary laissa tomber le chat avec fracas. « Je n'ai rien fait, » murmura-t-elle. Avec férocité. « Je sais, chérie, » dit Miss Marple en posant doucement une main sur son bras. « Mais peut-être savez-vous quelque chose qui pourrait t'aider. » Les larmes remplirent les yeux de Marie. Il a dit qu'il le dirait à tout le monde, s'est-elle étouffée. Il a dit qu'il savait, pour moi, à propos du bébé. Miss Marple lui tapota le bras.
Et vous a-t-il demandé quelque chose en échange de son silence? Mary secoua misérablement la tête. Non, il aimait faire se tortiller les gens. Miss Marple la croyait. Il y avait trop de peur brute dans la voix de Mary. Trop d'impuissance. Edwin Sprout avait fait miroiter ses connaissances comme un chat jouant avec une souris, mais Mary n'était pas une tueuse. Il lui manquait la dureté nécessaire pour cet acte final et fatal. Pourtant, la confession de Marie a ajouté une autre couche à la tapisserie. Edwin Sprout en savait trop sur trop de gens, et il avait apprécié son pouvoir. Finalement, quelqu'un a décidé que le risque n'était pas tolérable. Miss Marple a laissé Mary à son chagrin et est retournée au Green. Elle se retrouva devant la tente du barbier, considérant la fente déchirée, les ciseaux, le sang, puis elle l'a vu. Quelque chose de petit, quelque chose négligé dans le chaos. Un seul et fin fil doré, pris dans la toile rugueuse où avait été pratiquée la fente. À peine visible, mais là. Elle le libéra avec précaution, l'examinant entre ses doigts. Doré. Bien. Pas de laine, pas de coton. Soie. Probablement à cause d'un foulard ou d'une cravate. Miss Marple rentra le fil dans son réticule et sourit intérieurement. Ce n'était pas grand-chose. Mais ça ne l'a jamais été au début. À Muchwood-on-Mere, un seul fil suffisait souvent à défaire une façade entière. Et Miss Marple avait l'intention de tirer très doucement jusqu'à ce que tout s'écroule. Le fil d'or pesait légèrement dans le réticule de Miss Marple, mais pesait lourdement sur son esprit. La soie était un luxe à Muchwood-on-Mere, où les tweeds pratiques et les cotons sensibles étaient bien plus courants. Peu de villageois pouvaient se permettre une telle chose, et encore moins penseraient à la porter lors d'une fête de village. Cela réduisait considérablement les possibilités. En milieu d'après-midi, Miss Marple avait élaboré son plan. Elle devrait faire pression, doucement mais fermement, sur ceux dont la vie frôlait celle d'Edwin Sprout, et surveiller l'apparition d'inévitables fissures. Sa première visite a eu lieu au modeste cabinet du docteur Félix Burnham, dans la rue principale. La porte portait une plaque de laiton poli et un heurtoir soigné. À l'intérieur, l'air sentait légèrement l'antiseptique et la peinture fraîche, une rénovation récente destinée à inspirer confiance. Miss Marple était assise patiemment dans la petite salle d'attente, feignant de s'intéresser à un vieux numéro de la vie à la campagne, jusqu'à ce que le médecin apparaisse. « Miss Marple, » ça dit-il en clignant des yeux derrière ses lunettes. « Un plaisir. Vous sentez-vous plutôt bien ?»« Très bien, merci, » dit-elle gentiment. « Mais j'ai pensé qu'il pourrait être utile de parler du pauvre monsieur Sprout. » Le sourire de Burnham se resserra. « Bien sûr, une affaire tragique. »« Vous l'avez connu, j'imagine ?» Burnham hésita. « Seulement socialement, il m'a coupé les cheveux une ou deux fois. » Miss Marple hocha la tête. « Et peut-être entendu des choses. Les barbiers sont célèbres pour leur langue relâchée, après tout. » Burnham eut un petit rire forcé. Sans aucun doute, elle le regardait à travers ses lunettes. « Vous savez, j'ai trouvé une chose curieuse près de la tente du barbier. Un fil de soie dorée, de très belle qualité. » Les mains de Burnham, légèrement posées sur le dossier d'une chaise, se raidirent presque imperceptiblement. « Comme c'est intéressant, » dit-il avec trop de désinvolture. « Oui, n'est-ce pas ?» dit Miss Marple. « Je me demandais qui, dans notre village, pourrait porter une chose pareille. » Le visage de Burnham resta impassible, mais un muscle se contracta près de sa tempe. « Pas moi, Miss Marple. La soie est plutôt extravagante pour un médecin de campagne. »« En effet, » dit-elle, laissant l'affaire tomber. Pour l'instant, en quittant le cabinet, elle a remarqué autre chose, une légère odeur accrochée au manteau de Burnham. Pas le piquant d'un antiseptique, mais quelque chose de plus musqué, de plus cher. Cologne, étrangère et déplacée. Parmi les odeurs plus modestes de Muchwood, Miss Marple se dirigea vers le Rose and Crown, où Lionel Bracy présidait une fois de plus derrière le bar, les joues anormalement rouges. Quelques villageois buvaient des pintes en silence, lui offrant des signes de tête prudents. « Mademoiselle Marple »
cria Bracy, sa voix légèrement trop forte. « Tu viens prendre une autre limonade ?»« Pas encore, monsieur Bracy, » dit-elle en s'approchant. « J'ai pensé à monsieur Sprout. » Le sourire de Bracy s'effaça. « N'est-ce pas tous ? Je comprends qu'il était un habitué ici, » dit-elle doucement. « Je connaissais tous les potins du village. » Bracy haussa les épaules, essuyant un point invisible du bar. « C'est ce que font les barbiers, n'est-ce pas ? » « Et les barmen aussi, j'imagine, » dit agréablement Miss Marple. « Vous avez dû entendre beaucoup de choses. » Il eut un petit rire serré. « Je m'occupe de mes affaires, Miss Marple. »« J'en suis sûre, » dit-elle. Elle pencha la tête pensivement. « Savez-vous, monsieur Bracy, qu'Edwin a dit un jour à quelqu'un qu'il envisageait de quitter le village. » La tête de Bracy se releva brusquement. « Partir, non, je n'ai pas entendu ça. »« Ah, bizarre, n'est-ce pas ? On dirait qu'il est bien installé ici. » La bouche de Bracy se tordit en une grimace. Peut-être qu'il avait ses raisons. « Oui, » acquiesça doucement Miss Marple. « Peut-être qu'il l'a fait. » Elle le laissa ruminer et traversa le green en direction du bureau de poste, où Miss Thelma Ward triait le courrier derrière le comptoir. Miss Ward, une femme d'une cinquantaine, d'années au visage acéré, aimait savoir tout ce qui passait entre les mains de Muchwood. Mademoiselle Marple, gazouilla-t-elle en s'avançant. « Comment va ton cher neveu ? » « En plein essor, merci, » a déclaré Miss Marple. Elle se pencha confidentiellement par-dessus le comptoir. « Dites-moi, Thelma chérie, avez-vous déjà vu Monsieur Sprout porter quelque toupet ? Chose d'inhabituelle. Une écharpe dorée, peut-être. » Le front de Miss Ward se plissa. « Une écharpe dorée ? Oh non, pas Monsieur Sprout. Il était simple comme du porridge. Il portait toujours cette vieille veste marron, celle avec le coude rapiécé. » Miss Marple hocha la tête pensivement. « Et avez-vous remarqué quelqu'un d'autre dernièrement qui porte quelque chose de bien ?» Miss Ward se tapota la lèvre, réfléchissant. « Eh bien, maintenant vous en parlez. Le docteur Burnham portait une cravate plutôt voyante à la fête. Or et bleu marine, très fringant. Cela avait l'air tout à fait déplacé, à mon avis. » Miss Marple sourit gentiment. « Merci, ma chère. Vous êtes une source d'informations utile. » En sortant, elle s'arrêta pour réfléchir. Le docteur Burnham avait menti, ou du moins avait omis une vérité. Sa fine cravate en soie, combinée à sa réaction défensive, le plaçait bien plus près de la scène qu'il ne l'avait admis. Mais l'opportunité à elle seule ne suffisait pas. Il devait y avoir un mobile, et la disgrâce supposée de Burnham était certainement assez forte. La langue lâche d'Edwin Sprout aurait pu détruire la position fragile du médecin à Muchwood, avant même qu'il ne l'ait véritablement établie. Pourtant, Miss Marple savait qu'il valait mieux ne pas tirer de conclusions hâtives. Les villageois mentaient souvent pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le meurtre. La fierté, la honte, la peur étaient de puissants facteurs de motivation en soi. À la tombée de la nuit, elle reprit délibérément le chemin du retour, passant devant le cimetière, où elle trouva Mary Abbott assise sur un banc de pierre, regardant fixement le ciel qui s'éteignait. Miss Marple resta assise à côté d'elle sans parler pendant un moment. Finalement, Mary dit d'une voix faible, « Je ne t'ai pas tout dit. » Miss Marple attendit. « Colin le savait, » murmura Mary. « À propos du bébé. À propos de quelqu'un d'autre. » Miss Marple tourna légèrement la tête. « Quelqu'un d'autre ?» Mary hocha misérablement la tête. « Monsieur Bracy. » Les mots tombaient dans le silence comme des pierres dans l'eau. Colin l'a découvert une semaine avant la fête. Il était furieux. Il a dit qu'il le tuerait. Elle enfouit son visage dans ses mains. Mais il ne le ferait pas vraiment. Il n'est pas comme ça. Miss Marple lui tapota doucement le dos. « Non, je ne pense pas qu'il le soit. » Un autre fil conducteur, dans l'enchevêtrement. Lionel Bracy, craignant d'être révélé non seulement pour des malversations financières, mais aussi pour une liaison scandaleuse avec une jeune fille du village, aurait certainement des raisons de faire taire Edwin Sprout. Mais il restait à savoir si sa peur était suffisamment forte pour le pousser au meurtre. Le filet se resserrait. Des secrets étaient révélés à la lumière, à contre-cœur et en difficulté.
Alors que Miss Marple se levait pour partir, elle aperçut la silhouette lointaine du docteur Burnham, debout près de la porte du cabinet, fumant une cigarette avec les doigts tremblants. Il portait une veste sombre mais pas de cravate. Le fil d'or bien rangé dans le réticule de Miss Marple brillait doucement aux dernières lueurs du jour. Demain, décida-t-elle, elle commencerait à le tirer correctement. Quelqu'un, quelque part, ne serait pas capable de maintenir son masque en place très longtemps, et Miss Marple, avec sa persévérance tranquille et son œil infaillible, surveillerait. Le lendemain matin, le village s'est réveillé avec une nouvelle qui a provoqué une nouvelle secousse de peur et d'excitation à travers Muchwood-on-Mere. Un deuxième crime avait eu lieu, moins meurtrier mais tout aussi révélateur. Durant la nuit, quelqu'un s'est introduit par effraction dans le cabinet. Des dossiers étaient éparpillés dans le petit bureau du docteur Burnham, des tiroirs forcés et un ensemble de dossiers de patients volés. L'agent Simmons, troublé et au visage rouge, a bouclé le cabinet avec une fine ligne de ficelle jaune. L'inspecteur Craddock arriva peu après, plus posé mais sombre. Miss Marple, naturellement, apparut peu de temps après, debout tranquillement près de la porte, les mains soigneusement enfoncées dans ses manches. Elle écouta attentivement les faits qui lui étaient rapportés. Pas d'argent volé, pas de drogue disparue, juste des dossiers spécifiques. Des dossiers, semblait-il, qui remontaient à l'époque de Burnham avant son arrivée à Muchwood. L'effraction n'était pas aléatoire, marmonna Craddock dans sa barbe, pendant que lui et Miss Marple discutaient près de la haie. Qui que ce soit, il savait ce qu'il cherchait. Miss Marple hocha la tête pensivement. Et ils étaient suffisamment désespérés pour tout risquer pour le récupérer. Elle observa la scène, ses yeux perçants notant chaque détail. Les marques de levier maladroites sur la porte arrière, les empreintes de bottes dans la terre molle menant vers les bois. Celui qui avait fait ça n'était pas un professionnel. Ils avaient paniqué, la panique conduisait souvent à des erreurs. Et les erreurs, d'après l'expérience de Miss Marple, conduisaient souvent à la vérité. À midi, les rumeurs étaient plus épaisses que la brume qui s'élevait des champs. Certains villageois ont insisté sur le fait que c'était le même étranger responsable du meurtre de Sprott. D'autres murmuraient que les deux crimes devaient être liés, et si c'était le cas, que quelqu'un à Muchwood essayait désespérément de brouiller les traces. Dans le salon de thé, Madame Edgington a proclamé haut et fort que le meurtrier serait révélé avant la fin de la semaine. Au bureau de poste, Mademoiselle Ward a laissé entendre de sombres allusions, selon lesquelles elle avait vu quelqu'un se faufiler près du cabinet, bien que son récit changeait à chaque nouvelle. Miss Marple est restée sereine à travers tout cela, triant les ragots du fond avec une efficacité discrète. Elle ne se concentrait pas sur ce que les gens disaient, mais sur ce qu'ils ne disaient pas, et sur la manière dont ils se comportaient sous la pression. Son prochain appel concernait le cabinet lui-même. Le docteur Burnham était là, arpentant. Son bureau en ruine, le visage tiré et hagard. « Je suis venu vous présenter mes condoléances, docteur, » dit gentiment Miss Marple. « Une violation si terrible. » Burnham eut un rire creux. « Violé. Oui, c'est exactement ce que l'on ressent. » Elle avança prudemment parmi les débris. « J'espère que rien de sensible n'a été pris. » Burnham hésita, puis haussa les épaules, impuissant. « Les dossiers des patients, quelques dossiers personnels, rien que je ne puisse remplacer. Mais quelque chose que quelqu'un ne voulait pas voir, » dit doucement Miss Marple. Il lui lança un regard aigu, mais ne dit rien. C'était une réponse suffisante. Après quelques minutes polies, Miss Marple s'excusa et se dirigea vers le rose. And Crown. Lionel Bracy était là, comme toujours, essuyant le comptoir avec une énergie nerveuse. Miss Marple commanda sa limonade habituelle et la sirota lentement, observant Bracy du coin de l'œil. Il était nerveux, presque nerveux, tressaillissant, à chaque craquement du plancher. « Terrible affaire, n'est-ce pas ?» dit-elle en conversation. « Pauvre docteur Burnham, et après le pauvre monsieur Sprout, on se demande où va le village.
Bracy marmonna quelque chose d'inaudible. « Vous savez, » a poursuivi Miss Marple, « c'est curieux. Tout le monde parle de qui avait une raison de tuer M. Sprout, mais personne ne demande qui avait une raison de craindre ce qu'il savait. » Bracy se raidit, sa main se resserrant autour du tissu du bar. Si quelqu'un avait peur, réfléchit-elle à voix haute, il pourrait faire n'importe quoi pour se protéger, même commettre un deuxième crime, dans l'espoir d'effacer le premier. Le visage de Brassey était un masque d'indifférence forcée, mais le tremblement de ses mains le trahit. Miss Marple se leva, laissant son verre à moitié rempli. En traversant le green, elle croisa le jeune Colin Drew, assis d'un air maussade sur un banc. Il leva les yeux alors qu'elle approchait, le visage marqué par l'insomnie. « Je ne l'ai pas fait, Miss Marple », lâcha-t-il spontanément. « Je jure que non. » Elle s'assit à côté de lui, sa présence calme et rassurante. « Je te crois, Colin, » dit-elle simplement. Les larmes montèrent aux yeux du garçon. « J'aimais Mary, je l'aime toujours. J'ai perdu la tête quand j'ai découvert pour Bracy. Mais je n'ai jamais blessé personne. » Miss Marple lui tapota le bras. « Parfois, Colin, la colère s'épuise. Parfois, elle s'envenime. Il hocha misérablement la tête. « Tu penses que c'était Bracy, n'est-ce pas ?» Miss Marple ne dit rien. Elle sourit simplement de son sourire doux et illisible. Mais dans son esprit, les pièces bougeaient, se mettaient en place. Les problèmes financiers de Bracy, sa liaison avec Mary, sa peur d'être révélée. Les secrets du docteur Burnham, peut-être maintenant connus de quelqu'un prêt à voler. Et quelque part entre eux, le fil silencieux de l'opportunité et du motif. À la tombée du soir, elle rentra chez elle, alluma sa lampe et ouvrit son panier à tricoter. Mais encore une fois, les aiguilles restèrent immobiles. Au lieu de cela, elle a écrit une série de courtes notes, chacune soigneusement rédigée et adressée à ceux dont les secrets pesaient le plus lourd. Le lendemain, ils recevaient chacun une simple invitation, un rassemblement au presbytère. Du thé et des gâteaux seraient servis, des sourires seraient échangés, et sous la surface quelque chose se fissurerait. Miss Marple avait l'intention d'être là, souriant de son sourire gentil et innocent, tout en observant chaque tic, chaque regard nerveux, chaque lapsus. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à attendre et observer pendant que le cœur coupable se révélait. Les invitations, manuscrites sur le meilleur papier à lettres de Miss Marple, furent livrées rapidement ce matin-là. Un à Lionel, Tracy au Rose and Crown, un au Dr Burnham au cabinet, un troisième discrètement, à Mary Abbott, et un autre à Colin Drew. Tous ont été invités à une réunion polie au presbytère sous le prétexte d'une petite réunion de planification caritative, une cause que personne à Muchwood-on-Mere ne pouvait refuser sans éveiller les soupçons. Vers 4 heures, les invités arrivèrent par groupe de 2, souriant avec raideur, la tension entre eux étant à peine dissimulée derrière des hochements de tête et des bavardages. Le révérend Allerton, informé par Miss Marple, joua son rôle en s'activant, en offrant du thé et des gâteaux aux graines, et en créant généralement une atmosphère d'activité villageoise inoffensive. Miss Marple présidait depuis un coin, près de la cheminée, tricotant sereinement, ses aiguilles claquant régulièrement. Mais rien ne manquait à ses yeux, les mâchoires serrées, les regards lancés, les rires guindés. Les sièges avaient été disposés avec soin. Lionel Brassey, poli jusqu'à un éclat désespéré, était perché sur un canapé à côté de Mary Abbott, qui tressaillait à chaque fois qu'il bougeait. Le docteur Burnham était assis sur une chaise en face, affectant un détachement désinvolte, mais serrant bien trop fort sa tasse de thé. Colin Drew se tenait près de la fenêtre, dos au mur, comme s'il avait envie de fuir, mais se forçait à rester. La conversation a commencé de manière assez anodine, centrée sur les projets du prochain festival d'automne. Miss Marple fit quelques suggestions anodines, encourageant doucement chaque invité à parler. Elle observait attentivement, qui interrompait, qui différait, dont la voix tremblait sur certains mots,
Après 20 minutes de bavardage, elle posa son tricot et se pencha légèrement en avant, la voix toujours douce. « C'est vraiment dommage. Pour ce pauvre monsieur Sprout, dit-elle d'un ton doux comme du lait chaud. L'effet fut immédiat. La main de Lionel Bracy sursauta, versant du thé dans sa soucoupe. Le docteur Burnham se raidit visiblement. Mary Abbott pâlit et Colin Drew baissa les yeux sur le tapis. Quel choc épouvantable pour le village, poursuivit Miss Marple, comme si elle observait simplement le temps. Et maintenant le cambriolage au cabinet, on se demande s'il y a un lien. Le révérend Allerton toussa maladroitement dans sa main, tandis que les autres restèrent figés. Miss Marple sourit avec bienveillance. Bien sûr, l'idée que le pauvre Edwin ait pu entendre quelque chose qu'il n'aurait pas dû avoir, eh bien c'est un motif évident, n'est-ce pas? Personne n'a parlé. Elle laissa le silence s'étendre inconfortablement, délicieusement. Parfois, songea-t-elle, la voix légèrement plus basse, il suffit d'un petit détail pour révéler la vérité. Un fil laissé derrière soi, une odeur pas tout à fait cachée, un regard trop vite détourné. La tête du docteur Burnham se releva brusquement, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans bruit. Lionel Bracy, quant à lui, transpirait abondamment, le visage taché. Mary Abbott serra fermement ses mains sur ses genoux et Colin bougea misérablement près de la fenêtre. Miss Marple reprit son tricot, travaillant quelques rangs comme si de rien n'était. Puis, très doucement, elle dit « J'ai trouvé un fil de soie doré près de la tente. » Il y eut une forte inspiration de la part de plus d'un invité. « Et une telle soie est rare ici à Muchwood, » continua Miss Marple sans lever les yeux. « Très rare, en effet. Ce n'est pas quelque chose qu'un ouvrier ordinaire porterait à une fête. » Elle leva lentement les yeux, les laissant se poser sur le docteur Burnham. Le médecin ouvrit la bouche puis la referma. Ses doigts tremblèrent sur la tasse de thé, et une goutte de sueur traça un chemin le long de sa tempe. « Je n'ai jamais... » commença-t-il, mais sa voix se brisa. « Vous portiez une cravate, n'est-ce pas ?» dit Miss Marple, toujours sur le même ton doux. L'or et la marine, Miss Ward s'en souvient très clairement. Burnham s'affaissa sur sa chaise, vaincu. « Je ne l'ai pas tué, dit-il d'une voix rauque. « Je le jure. » « Bien sûr que non, dit Miss Marple, ses aiguilles à tricoter clignotant calmement. « Vous n'en aviez pas besoin. Vos secrets étaient déjà en sécurité. Du moins c'est ce que vous croyiez. Une rumeur stupide ici ou là ne vous ruinerait guère. Non, docteur, votre peur est venue plus tard, après le meurtre, lorsque vous avez réalisé que quelqu'un pourrait creuser plus, profondément. Vous avez fait irruption dans votre propre cabinet pour récupérer tout ce qui pourrait vous causer des ennuis dans votre ancienne vie. » Burnham enfouit son visage dans ses mains. Miss Marple tourna lentement son regard vers Lionel Bracy, qui se remuait sur le canapé, comme un homme assis sur des charbons ardents. « Vous, monsieur Bracy, aviez bien plus à perdre. Non seulement vos finances, mais votre réputation, votre liberté. Un scandale impliquant une jeune fille, si jeune et si confiante, vous aurait complètement ruiné. » La bouche de Bracy se tordit en un ricanement. « Je ne l'ai pas tué, cracha-t-il. Je ne savais même pas qu'il le savait. » La voix de Miss Marple s'accentua légèrement. « Mais vous vous en doutiez, et vous ne pouviez pas prendre de risques. » Les yeux de Bracy brillèrent sauvagement. « Vous ne pouvez rien prouver. » Miss Marple sourit, maigre et froide. « Peut-être pas, mais la culpabilité a l'habitude de se prouver. » La tension dans la salle était insupportable. Mary Abbott restait figée, son visage n'étant qu'un masque vide de misère. Colin Drew regardait le sol, les poings serrés. Miss Marple abandonna entièrement son tricot. « Je vous suggère, dit-elle doucement, que vous envisagiez de vous avouer, monsieur Brassey. Ce sera beaucoup plus facile pour vous à long terme. » Brassey se leva à moitié de son siège, puis s'affaissa, vaincu. Ses épaules s'affaissèrent. « Je n'en avais pas l'intention. » marmonna-t-il. « Je ne voulais pas le tuer. Je voulais juste lui faire peur, le faire taire. » Miss Marple hocha lentement la tête, comme si elle ne s'attendait à rien de moins. « J'ai attendu qu'il n'y ait personne près de sa tante. Je lui ai dit de se taire. Il s'est moqué de moi.
Il a dit qu'il le dirait à tout le monde avant la tombée de la nuit. Les mains de Bracy tremblaient violemment à présent. J'ai attrapé les ciseaux, juste pour lui faire peur. Il s'est jeté sur moi, c'est juste arrivé. Miss Marple ferma les yeux un instant. La pièce finale s'est parfaitement mise en place. Il ne s'agissait pas d'un meurtre planifié, ni d'un calcul froid. C'était du désespoir, alimenté par la peur, la honte et la pression insupportable d'un secret révélé. Le docteur Burnham était assis en silence, le visage pâle mais soulagé de ne plus avoir de soupçons. Mary Abbott sanglotait doucement et Colin Drew traversait la pièce pour placer un bras hésitant autour de ses épaules. Le révérend Allerton se leva lourdement de sa chaise. « Je pense que nous devrions appeler l'inspecteur Craddock maintenant. » Miss Marple hocha la tête. Dehors, le crépuscule tombait sur Muchwood-on-Mere. La lumière dorée se reflétait sur les toits du village, les faisant briller comme le fil. De soi que Miss Marple portait encore dans son réticule, un rappel que même les plus belles façades pouvaient se défaire avec le bon toucher. Elle s'assit, regardant le petit homme brisé sur le canapé. Le village guérirait avec le temps. Mais ce ne serait plus jamais tout à fait pareil. Et ses habitants non plus, pensa-t-elle. L'inspecteur Craddock est arrivé peu de temps après que le révérend Allerton ait envoyé un message, sa voiture craquant sur l'allée de gravier avec une sinistre finalité. 2 agents l'accompagnaient, l'expression posée et sérieuse. Dans le salon du presbytère, l'atmosphère était lourde, chargée de ce genre de silence qui ne survient qu'après qu'une confession a été arrachée à une gorge involontaire. Lionel Bracy était assis penché sur le canapé, regardant fixement le tapis, les mains molles sur ses genoux. La bravade qu'il avait portée ces derniers jours avait disparu, ne laissant derrière lui qu'une silhouette creuse et brisée. Miss Marple se leva pour saluer Craddock avec son air vif, mais posé. « Il l'a admis, inspecteur, » dit-elle simplement. « Même si j'ose dire que vous aurez besoin d'une déclaration officielle. » Craddock hocha brièvement la tête, observant la scène avec des yeux perçants. Il se dirigea vers Brassey et parla d'une voix basse mais ferme. « Monsieur Brassey, je dois vous avertir que tout ce que vous dites peut être utilisé comme preuve contre vous. Comprenez-vous » Brassey hocha la tête d'un air sourd. « Voudriez-vous nous raconter ce qui s'est passé » demanda Craddock. Pendant un long moment, il sembla que Brassey allait refuser. Puis, d'une voix rauque de défaite, il commença à parler. « Je n'avais pas l'intention de le faire, » dit-il, faisant écho aux mots qu'il avait marmonnés plus tôt. « Je voulais juste lui faire peur. » Il releva légèrement la tête, et il y avait maintenant une honnêteté brute sur son visage, du genre qui n'apparaît que lorsqu'il n'y a plus rien à protéger. Il, Sprout, savait pour Mary et moi. Il allait le dire à tout le monde. Me ruiner. La ruiner. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Brassey déglutit difficilement. Je suis allé dans sa tente. J'ai attendu jusqu'à ce qu'il n'y ait personne. Je lui ai dit de garder la bouche fermée. Il a ri. Il a dit qu'il laisserait peut-être passer ça de toute façon. Il a dit qu'il aimait regarder les gens se tortiller. Les mains de Brassey se serraient en poing. Je me suis mis en colère. J'ai ramassé les ciseaux. Je les lui ai agités. Il m'a attrapé, et d'une manière ou d'une autre, je ne me souviens même pas comment. Il a fini par tomber contre eux. Il y eut un silence terrible. Miss Marple, qui regardait tranquillement, pensait que la vérité se situait probablement quelque part entre l'accident et l'intention. Peut-être que Brassey n'avait pas eu l'intention de tuer au début, mais dans la panique qui a suivi, l'instinct avait pris le dessus et la mort en avait été le résultat. Craddock a fait signe aux agents, qui se sont avancés pour mettre Brassey en garde à vue. Alors qu'il l'emmenait, il trébucha une fois, se rattrapant contre le chambranle de la porte. Personne n'a parlé alors qu'il était embarqué dans la voiture de police qui l'attendait. Ce n'est que lorsque le bruit du moteur s'est estompé au loin que la tension dans la pièce s'est finalement dissipée. Mary Abbott fondit en larmes, son visage se tordant d'un chagrin qui n'avait pas d'issue facile. Colin Drew, qui était resté silencieux tout au long, la prit dans ses bras,
lui murmurant des paroles rassurantes qu'elle semblait à peine entendre. Le docteur Burnham s'affala sur une chaise, se frottant le visage des deux mains. « Je suppose que je devrais être reconnaissant, » dit-il amèrement. « J'ai pensé pendant un moment que ce serait moi qu'il m'emmènerait. » Miss Marple lui fit un petit sourire sympathique. « La vérité a une façon de refaire surface, docteur, aussi trouble que puissent être les eaux. » Le révérend Allerton se tenait près de la cheminée, paraissant plus vieux et plus las que Miss Marple ne pourrait jamais s'en souvenir. « C'est une triste affaire, » dit-il doucement. « Une bien triste affaire. »« Joyez si acquiesça Miss Marple. Mais mieux vaut une triste vérité qu'un mensonge confortable. » Cradock s'attarda encore un moment avant de se tourner vers Miss Marple. « Vous aviez raison, bien sûr, dit-il. Tu l'es toujours. » Elle rit doucement. « Pas toujours, inspecteur. Seulement quand cela compte. » Dehors, le village avait recommencé à s'agiter, la nouvelle de l'arrestation se répandant comme une traînée de poudre. Les rideaux tremblaient et des murmures crépitèrent de porte en porte. Le soir venu, tout le monde le saurait. Lionel Bracy, l'affable publicain de Muchwood-on-Mere, était un meurtrier. Miss Marple quitta le presbytère lentement, ses pas mesurés, son esprit toujours tourné vers les événements des jours passés. Elle passa devant le green où persistaient encore les restes de la fête. Quelques banderoles affaissées, une noix de coco abandonnée. La vie a continué même après la tragédie. Au coin du green, elle s'arrêta. Madame Pimbury se tenait à sa porte, serrant un châle autour de ses épaules, le visage pâle et anxieux. « Mademoiselle Marple », elle a appelé. « Est-ce vrai? Ils ont arrêté Monsieur Bracy ?» Miss Marple hocha doucement la tête. « Oui, Madame Pimbury, c'est vrai. » La femme secoua la tête avec incrédulité. « Je n'y aurais jamais pensé. Pas Lionel Bracy. Le mal a souvent un visage amical, » dit doucement Miss Marple. « C'est l'une des leçons les plus tristes de la vie. » Madame Pimbury fit le signe de croix et se retira dans sa maison, verrouillant la porte derrière elle. Miss Marple continua de rentrer chez elle, le cœur lourd mais stable. Elle l'avait déjà vu, et elle le reverrait. La façon dont un village tranquille pouvait cacher des secrets purulents sous un vernis de politesse et de sourire. La nature humaine, elle le savait, était la même partout. Dans son salon, elle alluma le feu, fit infuser son thé et reprit son tricot. Le claquement familier des aiguilles l'apaisa, même si son esprit repensait à l'affaire. Finalement, cela avait été une chose simple. Il ne s'agit pas d'une grande conspiration, ni d'un complot magistral. Juste un moment de peur, un éclair de colère, une erreur fatale. Mais cela avait laissé des cicatrices sur Mary Abbott, qui porterait tranquillement sa honte et son chagrin, sur Colin Drew, dont la loyauté avait été testée et prouvée, sur le docteur Burnham, dont les secrets l'avaient presque détruit, et sur le village lui-même, qui regarderait désormais ses voisins avec un peu plus de méfiance. Les aiguilles de Miss Marple bougeaient régulièrement, rangée après rangée, tissant un motif aussi complexe et subtil que le cœur humain lui-même. Dehors, les étoiles clignotaient, froides et lointaines. À l'intérieur, Miss Marple sourit tristement. La justice avait été rendue, mais l'innocence, une fois perdue, ne pourra jamais être entièrement restaurée. Les jours qui ont suivi l'arrestation de Lionel Bracy se sont déroulés lentement, comme une profonde ecchymose s'étendant sous la surface de Muchwood-on-Mere. Les villageois, bien que soulagés que le mystère soit résolu, se comportaient désormais différemment, comme si un fil invisible de confiance avait été rompu entre eux. Ils rassemblèrent leurs ragots en cercles plus serrés et plus prudents. La politesse est devenue plus rigide, les sourires sont devenus plus minces. La vie continuait, mais quelque chose de vital avait doucement changé. Au Rose and Crown, une pancarte fermée était accrochée à la fenêtre, les volets bien tirés pour empêcher les regards curieux. Madame Phipps, à la boulangerie, ouvrait, toujours à l'aube chaque matin. Mais les plaisanteries joyeuses qui remplissaient autrefois sa boutique étaient remplacées par des spéculations murmurées. Au bureau de poste, Miss Thelma Ward continuait à trier les lettres avec son efficacité habituelle.
même si désormais, elle s'arrêtait souvent pour jeter un coup d'œil par la fenêtre, avec une expression prise entre la suspicion et la tristesse. Ce n'est peut-être qu'à l'église Saint-Mildred que la vie a tenté de revenir à la normale. Le révérend Allerton, avec une gentillesse déterminée, a offert son sermon du dimanche sur le pardon, sans excuser le péché, mais en exhortant l'assemblée à ne pas laisser l'amertume empoisonner leur cœur. Les villageois écoutaient, certains avec la tête baissée de honte, d'autres avec une attitude défensive au cou raide. Miss Marple assistait au service, sa silhouette soignée repliée sur le banc du milieu, son chapeau bleu parfaitement droit. Elle écoutait avec une attention tranquille, mais son esprit était ailleurs, dérivant pensivement sur les nombreuses petites scènes des dernières semaines. Elle pensa à Mary Abbott, assise 3 bancs devant elle, la tête baissée. L'avenir de la jeune fille était désormais incertain. Même si les crimes de Brassey avaient été révélés, le scandale persisterait comme de la fumée. Et pourtant, il y avait Colin Drew à côté d'elle, sa main protectrice posée sur la sienne. L'amour, au moins, semblait disposé à endurer ce que le village ne pouvait pas oublier. Elle pensa au docteur Burnham, qui se tenait maladroitement près de la porte de l'église après le service, offrant des hochements de tête et des sourires hésitants, essayant de rétablir la confiance dans un endroit où la confiance était durement gagnée et facilement perdue. Ses secrets, bien que non criminels, l'avaient placé dangereusement près de la ruine. Il lui faudrait maintenant travailler soigneusement pour se rétablir. Et elle pensait aussi à Lionel Brassey, assis seul dans une cellule froide, dénué de toute prétention. Son crime n'était pas né d'une froide méchanceté, mais de la lâcheté, d'une lutte désespérée pour protéger une vie bâtie sur le mensonge et la faiblesse. Après le service, il y a eu une réunion tamisée pour le thé dans la salle paroissiale. Les tables chargées de scones et de sandwichs étaient pour la plupart intactes. Les villageois eurent une conversation embarrassante, leurs regards se dirigeant vers Miss Marple avec un mélange d'admiration et de méfiance. Ils savaient, sans qu'il soit nécessaire de le leur dire, que c'était elle qui avait découvert la vérité, doucement et sans relâche. Miss Marple, pour sa part, accepta leur gratitude avec une discrète modestie, comme elle le faisait toujours. Elle n'a pas cherché de crédit ou de remerciement. Elle avait fait ce qu'il fallait faire, ni plus ni moins. Plus tard, alors que le soleil se couchait derrière les collines et peignait le village dans des tons d'ambre et de violet, Miss Marple rentra chez elle en empruntant le chemin familier près de la mare aux canards. L'eau reflétait la lumière déclinante en ondulations tremblantes, et quelques canards cancanaient sans enthousiasme à son passage. Dans son salon, elle alluma le feu, se prépara une tasse de thé et s'installa dans son fauteuil préféré. La pièce était remplie du doux tic-tac de la pendule de cheminée et du doux crépitement du feu. Elle ramassa son tricot, mais resta simplement assise un instant, regardant les flammes. Il y avait une certaine mélancolie à la fin d'une affaire, pensa-t-elle. Un crime résolu n'efface pas le mal qu'il a causé. Des vies étaient encore brisées, des cœurs toujours brisés. La justice pouvait punir, mais elle ne pouvait pas réparer. Muchwood-on-Mere guérirait avec le temps. De nouveaux scandales surviendraient, de nouveaux commérages afflueraient. La fête reviendrait l'été prochain, avec de nouveaux banderoles et de nouveaux visages. Mais derrière tout cela, le souvenir de ce qui s'était passé demeurerait, tissé dans le tissu du village comme un fil plus sombre parmi les plus brillants. Miss Marple sirota pensivement son thé. Elle l'avait déjà vu, et elle le reverrait. La nature humaine, dans toute sa fragilité et sa folie, n'a pas changé. Des villages comme Muchwood, avec leurs roses, leurs cottages en pierre et leur thé du dimanche, n'étaient pas moins sujets à l'orgueil, à l'envie, à la luxure et à la peur que les rues bondées de Londres ou les grands salons de l'aristocratie. C'était simplement qu'ici, dans les coins tranquilles de l'Angleterre, les péchés portèrent des masques plus doux. Elle repensa aux jeunes Mary Abbott et Colin Drew. Peut-être qu'avec du temps et de la patience, ils pourraient construire une nouvelle vie ensemble,
Peut-être que le village finirait par pardonner, ou du moins oublierait suffisamment pour les laisser tranquilles. Miss Marple sourit légèrement. L'espoir, pensait-elle, était aussi têtu que des pissenlits poussant à travers les fissures d'un chemin de pierre. Dehors, les premières étoiles clignotaient dans le ciel qui s'assombrissait. Une brise remuait le lierre autour des fenêtres de sa maison, emportant avec elle le léger parfum des roses tardives. Miss Marple termina son thé, plia soigneusement son tricot dans son panier, et se leva pour tirer les rideaux pour se protéger. De la nuit, demain la vie continuerait. Elle se rendait à pied au magasin du village, échangeait des plaisanteries avec Madame Phipps, s'arrêtait peut-être pour admirer les bégonias du vicaire. Les rythmes de Muchwood-on-Mere reprenaient, lents et familiers, masquant les courants sous-jacents que Miss Marple seule semblait toujours ressentir. Et quand le prochain murmure de scandale agiterait l'air, quand le prochain petit tremblement ferait allusion à quelque chose qui n'allait pas sous la surface, elle serait prête. Parce que dans chaque village, derrière chaque fenêtre aux rideaux de dentelle et chaque heurtoir en laiton poli, la nature humaine attendait, et Miss Marple, avec ses yeux perçants et sa patience infinie, attendrait aussi. Regardez, écoute, compréhension, car c'était son cadeau et son fardeau. Et à Muchwood-on-Mere, c'était plus que jamais nécessaire. Miss Marple s'assit dans son fauteuil préféré, le calme de la soirée l'enveloppant comme une couverture familière et réconfortante. Le feu crépitait doucement dans l'âtre, projetant des ombres chaudes et vacillantes sur les murs. Cela avait été une semaine longue et éprouvante pour Muchwood-on-Mere, et elle en sentait le poids, la douce tension de la vie de village tendue, mais pas entièrement brisée. La vérité était éclatée, et pourtant le village continuerait, comme il l'a toujours fait. Mais pour Miss Marple, c'était suffisant. Elle avait fait sa part. Elle avait démêlé les fils du mystère, déroulant délicatement chaque secret, jusqu'à ce qu'il révèle l'ensemble du tableau. L'affaire était résolue, et maintenant, tout comme son tricot, toutes les pièces disparates, motifs, indices, actions, s'étaient réunies pour aboutir à une conclusion tranquille et inévitable. Cela n'a pas été facile de démasquer le véritable tueur. La confession de Brassey avait été déchirante par sa simplicité. Ses actes, motivés non par la méchanceté, mais par le désespoir et la peur d'être découvert, l'avaient conduit à commettre un meurtre dans un moment de panique. C'était là la tragédie, l'ironie. Un homme qui ne pouvait même pas faire face aux conséquences de ses propres secrets avait finalement tué pour les protéger. Et pourtant, Miss Marple savait pertinemment que ce n'était pas le meurtre lui-même qui était si rare. C'est la révélation des vérités qui y a conduit. Un fil de soie doré, un indice caché laissé par le tueur dans sa précipitation, une réaction nerveuse, un détail oublié, une peur trop vive pour être dissimulée. Ce sont ces choses qui l'ont amené à la réponse. Le crime lui-même, aussi terrible soit-il, n'était que le symptôme de quelque chose de plus profond. Un réseau de culpabilité, de secrets et de péchés traversait le village comme la brume matinale humide qui recouvrait la verdure. Il était toujours là, juste sous la surface, attendant de remonter vers le sommet lorsque la bonne pression était appliquée. Et Miss Marple, comme toujours, avait exercé cette pression de la manière la plus douce possible, en faisant preuve de patience, d'observation et d'une croyance inébranlable dans la nature humaine. Les villageois s'en remettraient. Bien sûr, ils l'ont toujours fait. La vie continuerait à son rythme habituel et régulier. La rose et la couronne s'ouvriraient à nouveau, même si les rires y seraient de plus silencieux pendant un moment. Les scones de la boulangerie lèveraient avec un peu moins de ferveur, mais ils lèveraient quand même. Les ragots prenaient un nouveau rythme, peut-être avec un caractère plus aigu, à mesure que les chuchotements sur Brassey et les autres passaient d'une maison à l'autre. Quant à Mary Abbott et Colin Drew, Miss Marple espérait qu'ils trouveraient la paix. Leur amour, bien que né du scandale et du chagrin, pourrait encore prospérer. Ils avaient tous deux été victimes, à leur manière, des jugements sévères d'un village trop prompt à juger et trop lent à pardonner. Mais avec le temps, ils
pourrait peut-être avancer, libérée du poids des secrets et de l'ombre du crime de Bracy. Miss Marple se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, tirant légèrement le rideau. Elle regardait le village baigné par la pâle lumière de la lune montante. L'air était frais et vif, le silence profond, interrompu seulement par le léger bruissement des feuilles dans le jardin. Muchwood-on-Mer semblait inchangé, mais Miss Marple en savait plus. Elle avait vu les fissures, les choses cachées juste sous la surface. Et elle avait appris depuis longtemps que, aussi petites ou insignifiantes qu'elles paraissent, ces fissures trouvaient toujours le moyen de s'ouvrir plus largement. Elle sourit intérieurement, un petit sourire complice. C'était l'une des choses qu'elle aimait le plus dans la vie. Personne, pas même les meilleurs d'entre nous, ne pourrait échapper pour toujours au fardeau de nos secrets. La vérité avait finalement trouvé un moyen de sortir. C'est toujours le cas. Alors que Miss Marple retournait dans la pièce, la chaleur du feu l'enveloppait comme une vieille amie. Elle reprit son tricot, ses aiguilles claquant dans le silence. L'affaire a été classée. Le village guérissait. Et la vie, comme toujours, continuerait. Mais au fond de son esprit, Miss Marple pouvait déjà entendre les murmures du prochain mystère qui l'appelait, de la prochaine vérité attendant d'être découverte. Car dans le monde qu'elle habitait, la quête de justice n'a jamais vraiment été terminée. Le jeu était toujours en cours, et aussi petit ou calme que soit le village, il y aurait toujours une énigme à résoudre pour Miss Marple.